Donc merci de nous donner l'occasion de faire partager aussi les travaux internes des entreprises de la chaire. En fait, on est parti d'un diagnostic, tous membres confondus, sur, premièrement, la faible pénétration de ces offres sur le marché et en équipement des agris. On l'a vu avec Nina en partie. Voilà, malgré une couverture médiatique qui est quand même assez présente. On se retrouve dans la presse spécialisée, etc., sur quand même un discours qui a lieu sur l'agriculture numérique et des offres qui peuvent être proposées aux agriculteurs pour améliorer le fonctionnement. Ces offres, justement, ces solutions sont nombreuses. La disponibilité est assez importante pour répondre à plusieurs sujets. On l'a vu sur l'OAD, sur la réponse de la fertilisation, de la modulation, etc. Et une offre qui est dispersée. C'est souvent un outil pour une solution. Et du coup, potentiellement, le besoin d'avoir plein de solutions pour répondre aux différentes problématiques. Et ensuite, on a vu aussi que la distribution agricole était trop peu impliquée dans ces outils-là. Regardez un peu de loin, ça reste encore l'image de c'est l'agriculture du futur. Et moi, distributeur, acteur de la distribution agricole, je suis un petit peu en retrait. Et puis, les éditeurs de ces solutions-là, on le verra au travers des exemples, et quand on discute avec eux, on s'aperçoit que leur modèle économique n'est pas encore calé. Ils en changent aussi un petit peu, même des acteurs assez vieux sur le marché. Donc la démarche, ça a été de constituer un groupe de travail au sein de la chaire, avec un objectif peut-être un peu ambitieux au départ, qui était de rédiger un livre blanc, faire partager nos réflexions, nos avis, et les soumettre au public et pouvoir accueillir des réactions. Et ce groupe de travail a été constitué avec plusieurs acteurs de la chaîne de valeur, des éditeurs de solutions, à travers d'ITK, Xarvio, SMAG ou encore Agriscope, et la distribution à travers le réseau AgroSud. Pour présenter les choses, donc la chaîne de valeur, elle reste assez simple. On a tout d'abord l'éditeur qui va concevoir la solution. Alors il va y avoir des éditeurs de logiciels pure player, si je puis dire, mais pas que. Il y a aussi des fabricants de matériel qui vont aller intégrer de l'intelligence artificielle, certains firmware à l'intérieur de leur matos. Il va y avoir des agrofournisseurs qui vont, en plus de leurs solutions de chimie de synthèse ou autres, avoir des outils pour aller appuyer. Il va y avoir des instituts techniques. L'IFEV, Arvalis développe aussi des solutions destinées à cet usage-là. Et les chambres d'agriculture qui ont aussi des outils qui leur sont propres. Ces outils-là vont être proposés et diffusés par ce que nous, on a identifié des intermédiaires, pour garder un mot générique. Donc il va y avoir le négoce, la coopérative agricole, qui va avoir ce rôle-là. Les chambres vont aussi avoir ce rôle, ils l'ont conçu, mais ils vont aussi diffuser ces outils-là. Et puis des conseillers indépendants. Dans la mouvance réglementaire actuelle, on imagine que cette activité en expansion va avoir aussi un rôle de prescription. Tu fais référence à la séparation du conseil et de la vente ? Exactement. Et puis les concessionnaires, puisque le matériel est porteur de ces solutions, le concessionnaire a aussi une action de diffusion de ces solutions. Et les utilisateurs, en bout, qui vont être les agriculteurs, forcément, sont les premiers auxquels on pense, mais pas que, puisqu'on l'a vu là tout au long de la journée, le conseiller qui va accompagner l'agriculteur va aussi être un utilisateur de ces solutions-là pour consolider de l'information, pour présenter de l'information de façon un peu plus intelligible et un peu plus facile à transmettre. Donc cet intermédiaire a un rôle clé sur les deux maillons, celui qui précède et celui qui suit. Sur celui qui précède, pour l'éditeur, parce que l'éditeur a besoin d'un relais sur le terrain. Le premier, alors effectivement on l'a mis en second, mais ça va être l'effectif de force de vente. Quand on rencontre des éditeurs, on s'aperçoit que la plupart n'ont pas une force de vente dimensionnée pour aller battre la campagne et aller démarcher les agriculteurs pour vendre leurs solutions. Et ensuite, un accès aux utilisateurs finaux qui reste limité. Ils vont avoir dans les utilisateurs finaux auxquels ils ont accès, ceux qui se sont abonnés chez eux. Et c'est faire l'impasse sur tout le reste et pouvoir, à travers le distributeur, avoir une remontée du terrain de ta solution, elle n'est pas acceptée parce qu'il manque telle fonction, parce que, on l'a vu, l'ergonomie n'est pas au rendez-vous, etc. Et ça permet de faire remonter aux éditeurs
un certain nombre d'informations qui leur sont cruciales. Tu ne crois pas à un modèle de distribution e-commerce où je Aujourd'hui, viens m'abonner directement sur Internet? alors, moi, personnellement, c'est pas forcément que j'y crois pas. Ça va dépendre aussi de la façon dont la solution a été conçue. Aujourd'hui, la preuve est faite que pour l'instant, on n'a pas d'outils qui sont en mesure d'aller sur ce type de distribution-là. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, ce ne sont pas des créneaux de distribution qui seront exclus. Côté utilisateur, du coup? Côté utilisateur, l'utilisateur, on l'a vu, il l'a encore dit dans ses réponses, hein, il a besoin d'être accompagné, et d'accompagner tout au long du processus. C'est-à-dire, d'abord, c'est découvrir quel est le champ des possibles. Le conseiller, l'intermédiaire peut avoir ce rôle-là de consolidation des offres et d'aller présenter le panel. Et ensuite, d'appuyer son argumentaire et d'être convaincu par quelqu'un qui le suit depuis des années, à qui il fait confiance pour un accompagnement technique depuis un certain temps, et se dire, s'il est bon sur ce côté-là, peut-être que je peux aussi lui faire confiance sur la partie numérique. En complément à ça, le besoin sur le choix. On l'a vu, l'offre est pléthorique, et peut-être que l'intermédiaire va pouvoir avoir ce rôle-là, de faire un screening et de savoir mieux adapter aux besoins spécifiques de cette exploitation, au budget spécifique de cet agriculteur, la solution ad hoc. De la formation à la mise en place, hein, ça a déjà aussi été dit, mais c'est quelque chose qui revient très souvent. De l'accompagnement à l'interprétation des données, à l'usage aussi, c'est quelque chose qui a été déjà dit et répété, et ce rôle-là peut être assumé par l'intermédiaire, et du support de premier niveau. Puisque je suis le vendeur ou quelque part le prescripteur de cette solution, c'est moi que l'agriculteur va appeler en premier, plutôt que d'aller appeler le fabricant. Quand vous avez un problème avec votre télé, vous appelez Darty ou la Fnac, c'est là où vous l'avez acheté, avant d'appeler Sony ou Samsung, qui est le concepteur de la télé. Et du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, on a dit, on a essayé d'identifier de façon très très globale des facteurs de réussite, une meilleure connaissance mutuelle des acteurs. L'éditeur, souvent, se retrouve à démarcher le distributeur quand il est à court d'idées pour aller distribuer sa solution et de dire maintenant, il faut que je monte mes volumes pour pouvoir avoir un business model qui tient la route. Et il s'aperçoit que la façon dont il a conçu son logiciel et dont il conçoit sa distribution n'est pas en adéquation avec le fonctionnement de l'acteur qu'il a été démarché. À l'inverse, le distributeur ne comprend pas forcément comment fonctionne le métier de l'édition logicielle, quels sont les risques qu'il a pris, quelle valeur ça peut avoir. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément habituelles à être commercialisées. Et ensuite, c'est répartir équitablement cette valeur entre tous les acteurs de la chaîne, depuis l'agriculteur au diffuseur, à l'éditeur. Et un facteur clé, c'est vraiment réussir à répartir équitablement cette valeur, que chaque maillon de la chaîne y trouve son compte et un intérêt à diffuser ces outils pour pouvoir déployer et avoir une meilleure pénétration de ces outils sur l'agriculture française. Parce que vous sous-entendez au sein du groupe de travail, je te dis tu, mais tu n'es que le porte-parole, vous sous-entendez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Oui, ça n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Et surtout, alors merci pour la transition, la vraie question c'est quelle valeur on doit répartir. Et quelle est la valeur de cet outil-là? Et c'est une fois qu'on aura vraiment identifié ça que chacun pourra dire ok, moi j'y trouve mon compte là ou là. Jérôme, je crois que c'est du coup la parole à mon partenaire. Donc pour la transition, donc voilà, quelle valeur répartir? La valeur perçue par les utilisateurs aujourd'hui, elle est souvent insuffisante parce qu'on est sur un marché qui est en création. Et donc la valeur d'usage n'est pas aussi claire que pour du machinisme, que pour des intrants classiques. Et donc il y a l'enjeu de rémunérer à la fois l'éditeur et aussi le distributeur. Et donc il y a l'enjeu pour chacun des acteurs d'aller regarder quelle est la valeur périphérique, la valeur complémentaire qu'on va pouvoir aller trouver sur ces outils-là. Et donc ce n'est pas uniquement les euros de marge qu'on va tirer sur ces outils-là, mais c'est aussi des choses plus intangibles qui vont nous aider dans notre métier, soit d'éditeur, soit de distributeur. Et en particulier au début où le nombre d'agriculteurs qui vont acheter ces solutions va être faible. Donc dans toute la première partie, il faut vraiment avoir en tête le sens de ce que l'on fait pour aller plus loin. Donc pour illustrer ce propos, je reviens donc sur Xarvio Field Manager, que je connais mieux que les autres outils. Je ne reviens pas sur ce que David et Patrice ont dit sur l'outil, mais ce qu'on voit après 10 ans d'utilisation,
c'est que la valeur est évidente pour l'utilisateur, puisqu'on a une fidélité qui est extrêmement forte des agriculteurs à ce système-là. Par contre, on a un faible nombre d'agriculteurs par technico-commercial de la distribution. Il y a une croissance qui est très lente, puis vu qu'au bout de 10 ans, on a moins de 10% des agriculteurs, des distributeurs qui sont partis avec la solution, qui utilisent le point. Donc il y a vraiment une nécessité de relancer la mise en marché en impliquant les distributeurs. Et donc c'est ce que l'on a fait en remasterisant l'offre avec plus de culture, l'enjeu de l'intraparcellaire, un design amélioré, une offre qui est plus multicanal que ce qu'elle était. Ça permet d'apporter plus de valeur à l'agriculteur, parce que ça va déjà concerner plus d'hectares, mais je vais surtout me concentrer sur le distributeur. L'enjeu de cette nouvelle solution, ça va apporter plus d'autonomie à l'agriculteur, et donc c'est plus de gain de temps pour le conseiller. L'outil va être vraiment pour lui un enjeu de prioriser chez qui aller pour aller porter le conseil, et on va lui mettre à disposition les outils qui vont lui permettre de manager les agriculteurs chez qui il doit être pour être au bon moment chez le bon agriculteur. Ensuite, il y a une facilité de déploiement, c'est tout le back-office. On a automatisé beaucoup de choses pour limiter le temps d'administration chez un distributeur. Il y a l'enjeu aussi pour nous de valoriser l'expertise du conseiller sur un plus grand nombre d'agriculteurs et d'hectares. Donc c'est à la fois de simplifier pour lui, pour qu'il ait moins peur, entre guillemets, de vendre et donc d'aller le proposer à un beaucoup plus grand nombre d'agriculteurs. Et cette massification dans son portefeuille va lui permettre d'être plus efficace et d'avoir une relation avec son agriculteur. Et c'est là quand on parle de bénéfices périphériques du service. Tous ces outils d'accompagnement de l'agriculteur, ça va être vraiment pour lui l'occasion de montrer sa valeur ajoutée et de créer une relation qui va ensuite se rentabiliser dans le business global qu'il a avec l'exploitation, parce qu'il va être le référent pour l'exploitation. Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu d'avoir cette vision globale. Et puis si on regarde encore plus globalement en termes de bénéfices complémentaires pour le distributeur, le fait d'aller sur des outils comme ça qui vont sécuriser le métier de l'agriculteur, ça va aussi à leur niveau, pour ceux qui sont des collecteurs, sécuriser leur approvisionnement en grains. Ça va aussi, en massifiant ces enjeux d'économie de produits phytosanitaires, voilà, avoir un effet positif sur leur engagement et des choses qui vont finir par se voir parce que ça va être beaucoup plus massifié. Donc au-delà de ça, on a travaillé dans le groupe de travail. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait les différents acteurs de la chaîne et on n'a pas souvent l'occasion donc, de pouvoir s'asseoir, de discuter, de prendre le temps, de voir voilà, quels seraient les facteurs clés de réussite si on se met ensemble. Et donc on a regardé les différentes maillons de la chaîne. Donc comme Yann l'a présenté tout à l'heure, c'est l'éditeur, le distributeur, l'agriculteur. Mais on a rajouté aussi tous ceux qui sont influenceurs. Et vous êtes nombreux dans cette salle à être ni éditeur ni distributeur, mais être influenceur. Et on croit vraiment que vous avez un rôle. Donc le message qu'on veut donner aux éditeurs, c'est d'abord penser aux autres. Pourquoi penser aux autres ? Parce que nous avons à aider les distributeurs dans l'argumentation auprès des agriculteurs et donc de beaucoup plus documenter et argumenter la valeur pour l'agriculteur. Et en bon technophile, on est beaucoup sur les caractéristiques, mais pas assez sur les bénéfices. Et donc il y a l'enjeu de vraiment mesurer ces bénéfices, de les partager, de les simplifier pour qu'ils soient portables. Et donc voilà, c'est le vieil adage marketing, caractéristiques, avantages, preuves, qui sont dans tous les livres de marketing, mais qu'il faut qu'on se réapproprie pour être beaucoup plus clair envers l'agriculteur et donc le distributeur. Le second point, c'est d'intégrer la valeur d'usage distributeur dès la conception. Qu'est-ce qu'on peut inclure dans les fonctionnalités de l'outil qui va être utile au distributeur, qui va l'aider dans son métier, qui va lui apporter de la valeur périphérique. Alors, c'est clair que ce n'est pas le but principal des outils que l'on développe, mais c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Et le dernier point, c'est l'interopérabilité, qui est indispensable pour l'utilisateur final, parce que notre outil doit s'intégrer dans un écosystème technologique. Voilà, on est tous le centre du monde, mais il y a d'autres planètes autour qui tournent, et donc il y a vraiment l'enjeu qu'on soit tous dans cette démarche-là, d'aller s'interopérer, qu'on soit du machinisme, qu'on soit des systèmes d'enregistrement parcellaire, qu'on soit des OAD, des cartos, etc.
voilà, maintenant, je pense qu'on a l'époque du chacun pour soi est révolue, et donc il y a vraiment un enjeu d'interopérabilité entre nous. Notre vision pour les distributeurs, c'est soyez ambitieux. Et la première ligne pour devenir ambitieux, c'est de chiffrer la valeur complémentaire, parce que c'est ça qui va vous donner votre cap, qui va donner du sens, qui va faire que vous pourrez introduire ça dans votre stratégie et avoir une stratégie ambitieuse. Voilà, c'est vraiment le pourquoi faire des services, faire de l'agriculture numérique. C'est absolument pas pour le chiffre d'affaires que ça va vous apporter, c'est plus pour tout ce qu'il y a autour. Et donc voilà, si vous ne l'avez pas chiffré, vous ne pourrez pas donner du sens et donc vous ne pourrez pas être ambitieux. Donc c'est pour ça que ces deux lignes pour nous sont vraiment en lien. Et ensuite, pour réussir, il y a un enjeu clé qui est la formation des équipes et de conduire le changement, parce que les équipes ne sont pas habituées à l'agriculture numérique, parce que c'est quelque chose qui, même si ça a peut-être 10, 20 ou même 30 ans pour certains systèmes, ça paraît toujours neuf. Et passer de vente de produits à la vente de services, on sait tous que c'est un enjeu important. Donc cet enjeu de conduite du changement est important. Conduite du changement aussi dans l'objectif des entreprises. Depuis un certain temps, et bon, maintenant c'est moins dans les pratiques, mais les vendeurs en culture étaient objectivés sur les ventes de produits, et donc de mettre en place des outils qui tendent à faire baisser les intrants, c'est comme une contradiction avec la mission principale, ou du moins l'objectivation qu'ils avaient. Donc l'objectivation sur les ventes des produits, et maintenant c'est du passé, mais ça reste dans les mentalités, parce que voilà, les chiffres partent vite, mais la mentalité reste, et donc voilà, il y a l'enjeu d'accompagner les entreprises dans cette direction-là. Et ensuite, il faut vendre. Vendre, ce n'est pas que vendre des euros, c'est aussi vendre la valeur pour l'entreprise, la valeur pour l'agriculteur, la valeur pour l'éditeur. Et comme le disait Yann un peu plus haut, c'est vraiment ça qu'attendent les éditeurs des distributeurs, c'est d'aller vendre ça. Et puis, co-construisez l'offre avec les éditeurs, voilà, faites du feedback, donnez votre avis, sachant que forcément les avis de tout le monde ne seront pas pris en compte parce qu'il y a une synthèse qui doit être faite, mais en tout cas c'est important pour les éditeurs d'avoir des retours de votre part, des agriculteurs, donner accès aux agriculteurs pour aussi avoir un feedback direct entre les agriculteurs et les éditeurs pour vraiment sentir ce qui est important. Un message pour les influenceurs ? Un message pour les influenceurs, engagez-vous, re-engagez-vous. L'agriculture numérique, ce n'est pas l'agriculture du futur, c'est l'agriculture d'aujourd'hui. Et même si toute la matinée, on a parlé de choses assez prospectives, il y a des choses qui existent depuis 10, 20, 30 ans. Et il faut sortir de cette image de l'agriculture numérique, c'est pour demain. Bon, et donc j'ai le temps, c'est pas pour moi, c'est pour des jeunes, etc. Non, c'est l'agriculture d'aujourd'hui. Et donc il y a l'enjeu que toute la prescription soit dans ce sens-là. Et donc qui sont les influenceurs ? Les influenceurs, c'est l'enseignement agricole. C'est les agences de l'eau, c'est les syndicats agricoles, c'est les instances de conseil, les instituts techniques, les centres de recherche, enfin vous tous, et puis même l'aval, hein, on en parlait de McDo tout à l'heure, Rémi Martin, etc. Voilà, c'est tout cet écosystème qui est autour de l'agriculteur et qu'il faut avoir le motiver et donner du sens à l'utilisation des outils de l'agriculture numérique. Ensuite, pour être capable de conseiller, d'avoir un avis, c'est bien de tester. Donc, n'hésitez pas à tester les solutions du marché et pas que à travailler sur les solutions du futur. Surcommuniquer sur les bénéfices, parce qu'il faut que les agriculteurs comprennent et intègrent les bénéfices qu'il peut y avoir. Rassurer les utilisateurs, partager les preuves, parce que vous êtes des indépendants. Et donc, ce que vous pourrez dire aux agriculteurs sera beaucoup plus écouté que si c'est l'éditeur ou même le distributeur qui peut le dire. Et puis voilà, encourager. Il y a un discours volontaire dans cette voie-là. En vous écoutant, on voit aussi tout l'intérêt des démarches Living Lab, ou en tout cas qui s'inspirent des approches Living Lab, telles que, il y en a quelques-unes qui ont été citées ce matin, Ferme Leader, Occitanum, Digilab, etc., qui justement cherchent à actionner certains des leviers de succès que vous mettez en avant. Un mot de conclusion ? D'abord un mot pour les agriculteurs. Ah oui, quand même, ne les oublions pas. Donc notre mot c'est lancez-vous. Donc même si Patrice, qui est peut-être le seul agriculteur parmi nous, s'est déjà lancé, mais c'est plus pour tous les agriculteurs qui ne manquent pas de nous suivre sur YouTube en ce moment. C'est d'abord tester. Les coûts sont en baisse, les solutions sont sans engagement.
On parle de quelques centaines d'euros à chaque fois. Donc, si on remet ça sur la taille d'une exploitation, sur le chiffre d'affaires d'une exploitation, sur le montant investi dans les intrants. Pour le coût d'accès, peut-être. Après, ce qui est engagé comme risque peut dépasser quelques centaines d'euros. Tout à fait. Mais après, c'est des outils d'aide à la décision pour beaucoup. Donc, l'agriculteur garde la maîtrise de ses choix. Et donc, ça n'engage pas plus que ça. Ensuite, il y a l'enjeu de faire confiance, en particulier à ses conseillers habituels, qui sont compétents, qui ont testé les différents outils. Et puis, il y a l'enjeu de prendre du risque. Donc, j'entends le fait qu'il y a un risque aussi financier pour eux. Mais voilà, s'il y a bien une profession où les gens savent prendre des risques, c'est l'agriculture. Et on voit tout le chemin qui a été fait depuis les dernières décennies. Et donc, l'enjeu de l'agriculture numérique, c'est sûrement un des enjeux où l'agriculteur peut prendre du risque. Et donc, la conclusion qu'on voudrait vous donner, c'est, voilà, tous ensemble, banalisons l'utilisation de l'agriculture numérique. Pourquoi on dit banaliser? Parce qu'on voit vraiment l'enjeu de massifier. Et si, pour reprendre le thème de la journée qui est diminuer les intrants grâce à l'agriculture numérique, on veut que cette diminution ait un impact et se voit au niveau des cophytos, au niveau de toutes les démarches agroécologiques qu'on a dans le pays aujourd'hui. Ce n'est pas s'il y a quelques dizaines, quelques centaines, même quelques milliers d'agriculteurs qui utilisent ces outils-là que ça va avoir un impact. Et donc cette massification, elle sera possible que si les éditeurs proposent des solutions qui ont de la valeur, que les distributeurs sont engagés, ambitieux pour proposer ça à un grand nombre d'agriculteurs, que les influenceurs sont là pour encourager les agriculteurs à aller plus loin et que les agriculteurs adoptent ces solutions pour les essayer et les adopter parce que celles qui sont mises en place sont faites avec beaucoup de sérieux en France et donc il y a vraiment un avenir là-dedans. Merci beaucoup. 2 courtes questions. On peut déjà l'applaudir peut-être pour le... En tout cas, remercie le groupe de travail. Encore une fois, vous êtes le porte-parole d'un groupe de travail, vous êtes les porte-parole d'un groupe de travail un peu plus large. 2 courtes questions avec des réponses courtes. Une question provoque, est-ce que la distribution prend les mêmes marges sur des services connectés et services numériques que sur les produits phyto ou les engrais? Est-ce que c'est là aussi un frein à lever dans la répartition de la valeur? Oui, enfin, c'est vrai que Jérôme l'a bien expliqué. En fait, l'enjeu n'est pas sur la marge. L'enjeu, il est vraiment sur quelle valeur complémentaire j'y trouve et comment je peux le chiffrer. Sincèrement, c'est pas ce... Et puis, l'enjeu de la distribution, c'est pas justement comme sur du produit phytosanitaire, et Jérôme l'a bien expliqué, l'enjeu, c'est pas acheter, revendre. Quand je vends un fongicide, c'est ce que je fais. J'achète à X, je revends Y. Entre les deux, j'enlève mes coûts de structure et de fonctionnement et j'ai ma marge. Sur un outil numérique, c'est pas du tout l'enjeu ni le sujet. L'enjeu, c'est apporter un service à l'agriculteur. On l'a vu, il faut l'accompagner. Ce service et cet accompagnement va s'appuyer sur des outils numériques. Mais l'enjeu, c'est pas j'achète ce service et je le revends. Un service, ça ne s'achète pas pour se revendre. Il y a un enjeu qui est vraiment important pour moi, c'est que le gisement de valeur, il n'est pas dans la marge, parce que même si on doublait la marge, on n'aurait que multiplié par 2, il est vraiment dans la massification de l'usage, parce que là, on peut multiplier par 10 ou par 100. Et donc, si on va aller chercher des euros, c'est l'enjeu d'aller proposer à un maximum d'agriculteurs, plus que d'aller négocier le 2, 3, 4, 10, même 20 points de marge qui au final, c'est pas ça qui va nourrir et puis qui va mettre en danger les éditeurs. Certes, il y en a des gros qui sont appuyés sur des grands groupes comme nous, on peut l'être, mais aussi des petits éditeurs, des startups. Ils ont des coûts et les prix qu'ils proposent, je pense que Farm Libre pourrait témoigner, les prix qu'ils proposent, c'est juste qu'ils ont besoin pour vivre et ils ne vivent pas avec ça, ils ont besoin de lever de fonds pour vivre. Donc il y a l'enjeu surtout de massifier et d'avoir de l'ambition, plus que d'aller chercher à négocier. Ce type de structure innovante. Dernière question, la démographie agricole est telle, et disons la dynamique sociale en agriculture est telle qu'on voit une augmentation de la délégation du travail en agriculture et le développement de la sous-traitance et une place de plus en plus forte portée par les ETA, les entreprises de travaux agricoles. Dans votre chaîne de valeur que vous nous avez décrite, vous les situez où et quel impact elles peuvent avoir sur le déploiement de services numériques? C'est vraiment une très bonne question. C'est un mouvement. Merci, elle n'est pas de moi. Donc, Pour moi, c'est des utilisateurs, c'est à la fois des utilisateurs finaux dans certains cas, et peut-être qu'on a tous à réfléchir à comment adapter nos offres aux ETA, parce que c'est des agriculteurs, entre guillemets, mais particuliers, parce qu'ils vont gérer des milliers d'hectares, ils vont avoir des salariés, ils vont devoir avoir des enjeux de géographie qui sont plus complexes que des agriculteurs eux-mêmes. Donc, d'une part, c'est ça, et puis d'autre part, ça peut être des prescripteurs
où ils peuvent conseiller les agriculteurs qu'ils accompagnent à, par exemple, s'abonner à tel ou tel service, parce que eux, ça va leur simplifier la vie. Voilà, mais c'est sûr que c'est un bon sujet à prendre en compte. Une réaction courte, Yann? Oui, non, je partage aussi cette double casquette d'intermédiaire prescripteur et d'utilisateur. Ouais. Parfait. On attend le livre blanc, du coup, pour... Donc le livre blanc, on s'était fixé de vous l'apporter aujourd'hui. Raté. Mais c'est raté. Mais ça nous a permis de le rédiger à 90%. Donc voilà, ça sera début de l'année prochaine. Et j'imagine disponible sur le site de la chaire. Tout à fait. Et donc ce sera un livre blanc qui sera au nom de l'ensemble des partenaires de la chaire. Je me tourne vers... Oui, donc, et donc il y avait cet enjeu, c'est qu'on n'avait pas de réunion de la chaire en entier pour pouvoir partager nos pistes qu'on a écrites dans ce livre blanc. Et donc ça nous semblait important de partager ça avec l'ensemble de la chaire avant de le diffuser à l'extérieur. Donc il va falloir patienter un petit peu. Mais vous aurez peut-être des réactions à l'issue de cette présentation. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention sur le rôle des différents acteurs de la chaîne de valeur dans le déploiement, voire la co-conception, on a entendu le message, des solutions numériques.